Chers participants, Sahaftorkom et bienvenue dans ce premier épisode de notre série Live Talks with Specialists. Permettez-moi tout d'abord de vous présenter notre club. Il s'agit d'un club scientifique créé en 1985. Il propose des formations animées par les étudiants de l'USTHB pour initier à la programmation et au développement. Nous vous proposons aujourd'hui de réfléchir sur un thème qui nous concerne tous, le numérique, l'outil de bonne gouvernance. Et maintenant, je donne la parole à notre invité d'honneur, le professeur Belkher Abdelkader, fondateur du Master Sécurité des systèmes informatiques à l'USTHB et directeur du laboratoire LSI. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Donc, je remercie le microclub de l'USTHB, du département informatique, pour nous donner cette occasion afin de discuter avec la communauté scientifique et toute la communauté algérienne. Discuter d'un thème qui est d'un intérêt national, pas uniquement scientifique, mais c'est un thème qui touche à la fois le côté scientifique et le côté, je dirais, national. Alors, je vous rappelle que l'Algérie vient de célébrer la journée de l'étudiant le 19 mai. Alors, le thème a été choisi, je dirais, en fonction du contexte, je dirais, historique et du contexte actuel. Donc, le contexte historique, le 19 mai, c'était le jour où les étudiants ont pris leur décision pour rejoindre l'armée de libération nationale et donc participer à la libération de l'Algérie du joug colonial. Alors, de nos jours, je pense que actuellement, l'Algérie a besoin de se surpasser pour aller de l'avant et qu'on puisse, je dirais, réaliser le rêve de beaucoup d'Algériens, y compris le rêve des martyrs, qui consiste à réaliser et à construire une Algérie nouvelle, une Algérie moderne, qui permet d'offrir à tous les citoyens, je dirais, ce bien-être et ce confort qui est tant espéré par toute la population algérienne. Et donc, le thème que j'ai choisi, il va dans ce sens, puisque l'intitulé, c'est « Le numérique, outil de bonne gouvernance ». Alors j'ai choisi le terme, pourquoi? Parce que actuellement le contexte avec, je dirais, la conjoncture actuelle du Covid-19 a montré tout l'intérêt du numérique pour essayer, je dirais, de se surpasser et d'éviter les contraintes imposées par cette conjoncture actuelle. Alors il est vrai que le Covid-19 a imposé, je dirais, l'espacement social, alors que le numérique est là pour pouvoir se surpasser de cet espacement, je dirais, social, puisque le numérique offre à plusieurs catégories de la population la possibilité de réaliser ce qu'on appelle le télétravail. Actuellement, grâce au numérique, l'université en particulier a pu concrétiser je dirais, beaucoup de volumes pédagogiques à distance. Et ça, c'était grâce à ce numérique où on a pu réaliser justement je dirais, ce sursaut qui nous permet de ne pas freiner complètement l'année universitaire et aller de l'avant pour réaliser justement le travail, quitte à le faire à distance en utilisant les outils numériques qui sont disponibles. Alors, pour expliquer un peu le fond de ma pensée, je parle du numérique d'une manière générale, donc pour essayer de clarifier les choses, pas uniquement aux étudiants, mais à tout citoyen algérien, je dirais que le numérique, on peut avoir une définition très simple, que tout le monde puisse comprendre de quoi s'agit-il exactement. Le numérique, c'est à vrai dire tout dispositif physique capable de traiter de l'information d'une manière automatique. Et avec le développement technologique, on a pu constater que le numérique a conquis l'ensemble des espaces de travail. On trouve le numérique dans l'éducation, on trouve le numérique dans la santé, on trouve le numérique dans l'administration, on le trouve même au niveau de la gouvernance. Dans beaucoup de pays, ont déployé et développé de nouvelles solutions qui sont des solutions e-gouvernementales. Et donc l'Algérie doit en tirer profit justement de cette évolution technologique qui est offerte par le numérique. Alors, ce numérique-là nécessite quand même une prise en charge réelle
au niveau, je dirais, national, au niveau d'Algérie, à travers tous les secteurs. Alors, ce numérique-là permet effectivement d'aboutir à une fin qui est tant recherchée par beaucoup de gouvernements à l'échelle internationale, qui consiste à arriver à avoir ce qu'on appelle la bonne gouvernance. Alors, d'une manière symétrique, on a défini ce que c'est que le numérique. On doit définir aussi c'est quoi la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, on peut la résumer sur trois aspects essentiels. Le premier aspect, c'est la transparence. Donc, si on doit gouverner, il faut gouverner avec des moyens transparents, ce qui permet de donner beaucoup plus d'assurance aux citoyens. Et donc, il va y avoir, je dirais, une certaine symbiose qui puisse exister entre le gouvernant et le gouverné. Pourquoi? Parce que les choses sont transparentes et donc il n'y a aucune crainte de part et d'autre. Et bien entendu, si le gouvernant arrive à être transparent grâce à l'outil numérique, automatiquement il va y avoir une adhésion totale du citoyen envers les gouvernants et donc le citoyen va avoir une participation active pour réaliser les objectifs du gouvernement. Le deuxième objectif visé par la bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle l'efficacité et l'efficience, qu'on peut résumer avec un seul mot, qui est la rentabilité. Ça veut dire que celui qui gouverne, il doit veiller toujours à atteindre les objectifs majeurs de la bonne gouvernance, qui sont la rentabilité. Ça veut dire que celui qui gouverne, il doit veiller à rentabiliser l'ensemble des ressources de la nation. Et donc, ces ressources-là, en dépit de leur diversité, le gouvernant doit être capable de pouvoir les gérer de la manière la plus efficace possible. Et un troisième objectif qui peut être atteint par la bonne gouvernance, c'est ce qu'on appelle en général l'état de droit. Donc cet état de droit, en général, il est matérialisé par une justice qui peut être numérisée, où les gens peuvent vérifier et voir toutes les opérations de justice qui se déroulent et ils peuvent même vérifier à un moment donné tous les verdicts de justice, est-ce qu'ils sont conformes ou ne sont pas conformes par rapport à la loi qui est en vigueur. Grâce au numérique, on peut avoir tout ce volume d'informations et toutes ces opérations qui se déroulent à travers les différentes instances judiciaires. Et d'une manière, je dirais de plus, en plus du côté de la justice, il y a un autre volet qui est aussi important pour les citoyens et pour tous les gouvernements au niveau mondial, c'est l'opération de vote. Parce que l'opération de vote, c'est elle qui permet de déterminer qui va gouverner le pays et qui va être au niveau des instances qui gouvernent l'ensemble des institutions d'un pays. Et naturellement, si l'opération de vote est transparente et on a une participation effective des citoyens, on peut effectivement avoir, je dirais, un système où les gens qui gouvernent peuvent avoir une assise assez confortable qui leur donne la possibilité de gouverner de la bonne manière. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent avoir l'adhésion de tous les électeurs qui les ont élus. Et donc, dans cette opération-là, je dirais que le numérique peut jouer un rôle prépondérant à travers ce qu'on appelle l'opération de vote électronique. Parce que grâce au numérique, on peut avoir un système de vote électronique et le vote électronique tel qu'il est étudié au niveau des universités, on sait que ce vote électronique, il a un certain nombre de propriétés, parmi lesquelles la transparence, la vérification du vote. On peut aussi avoir un processus de vérification qui permet d'éviter, je dirais, toute manipulation des bulletins de vote. Pourquoi? Parce que toute l'opération, elle peut être, je dirais, supervisée et automatiquement vérifiée que c'est une opération qui est claire et qu'elle n'a pas subi une altération quelconque dans tout le processus de vote. Et donc là, vous voyez que, je dirais, le numérique constitue un outil important et prépondérant pour la gouvernance au niveau d'un pays donné. Maintenant, si on veut y aller dans les fonds, je dirais, au fond de la chose et de la vision
d'utilisation du numérique dans, je dirais, le monde de la gouvernance, il y a un certain nombre d'étapes, il y a un ensemble, je dirais, d'actions qui doivent être menées pour aboutir effectivement à cette bonne gouvernance. La première des choses, si on veut gouverner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on veut gérer. Si on veut gérer, c'est qu'on doit être capable d'identifier toutes les ressources de la nation. Or, les ressources de la nation, elles sont diverses. Et parmi ces ressources, je dirais que vous serez tous d'accord avec moi pour dire qu'une des ressources essentielles pour n'importe quelle nation, c'est la ressource humaine. La ressource humaine constitue pour beaucoup de pays le vrai capital de la nation. Et je peux vous donner un exemple. Si vous prenez l'exemple de la Corée du Sud ou bien l'exemple du Japon, je pense que ces deux pays n'ont pas vraiment de richesse naturelle qui existe. Leur vraie richesse, c'est la ressource humaine. Ils ont pu développer et gérer une ressource humaine qui a pu créer la richesse au niveau de ces deux pays. Et donc, l'Algérie doit faire autant. Et donc, s'occuper de cette ressource humaine pour pouvoir la gérer au mieux. Alors, les premières étapes de la gestion, c'est ce qu'on étudie dans les bancs de l'université. Dans n'importe quel processus de gestion, vous êtes obligé d'avoir une action préliminaire de gestion qui est l'identification. Vous ne pouvez pas gérer des objets ou des humains si vous n'êtes pas capable de les identifier. Et donc la première des choses, il va falloir identifier cette ressource humaine à l'échelle nationale. Et donc pour identifier la ressource humaine au niveau de l'Algérie, ça veut dire que les gens qui gouvernent doivent être capables à tout moment de savoir quelles sont les compétences de la nation, ce qui nous permettra d'arriver à appliquer le slogan que tout le monde connaît, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Donc si vous voulez avoir la personne qu'il faut à la place qu'il faut, ça veut dire que vous devez être capable d'identifier quelle est la compétence qui est nécessaire à telle ou telle action au niveau du pays. De la même manière, celui qui gouverne, il doit être capable aussi de savoir quels sont tous les malades qui existent au niveau de la nation, pour savoir quelles sont les spécialités qui sont nécessaires à telle ou telle pathologie qui existe et quelles sont ces pathologies qui sont, je dirais, récurrentes et qui se trouvent avec un nombre important et pourquoi ces pathologies se propagent au niveau du pays et comment on arrive à les gérer. Et donc, la première des choses, c'est d'être capable d'identifier les compétences, être capable d'identifier les personnes malades, par exemple, comme on peut être capable d'identifier les personnes nécessiteuses. Je vous rappelle que si on prend la proclamation du 1er novembre, parmi les objectifs du 1er novembre, c'est d'avoir une république démocratique et qui est sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie ne doit pas être laissée, je dirais, les personnes nécessiteuses à part pour les mettre de côté, et elle doit prendre en charge toutes les personnes qui sont nécessiteuses. Mais pour prendre les personnes qui sont nécessiteuses, le préalable, c'est qu'il faut être capable de les identifier, pour pouvoir les recenser à tout moment, pour dire quel est le nombre de ces personnes, comment elles sont réparties géographiquement, et quelle est, je dirais, la nécessité de chacun de ces personnes, parce que, je dirais, le degré de nécessité n'est pas, je dirais, un degré qui est, je dirais, horizontal. Chacun a une certaine nécessité que l'État doit pouvoir lui offrir pour permettre à cet individu de pouvoir évoluer et qu'il ne constitue pas par la suite un frein pour le développement national. Et donc, tous ces éléments-là font qu'il y a une problématique réelle. La première problématique, c'est quoi? C'est d'avoir l'identification des personnes. Or, l'identification des personnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pays doit arriver à avoir ce qu'on appelle un registre national d'identification. Donc, ce registre national d'identification, c'est lui qui permet d'avoir l'identification de tous les citoyens à l'échelle nationale en ayant toutes les informations liées à ces personnes. Ce qui veut dire que pour chaque personne, on peut avoir ce qu'on appelle scientifiquement un profil de l'individu. Ce profil de l'individu peut être défini par des informations statiques telles que le nom, prénom, la date de naissance, le père, le nom du père, le nom de la mère, etc. etc. Et on peut avoir d'autres informations qui sont évolutives dans le temps,
Pourquoi? Parce que chaque personne n'a pas le même parcours dans sa vie réelle. Quelqu'un qui a pu faire des études et aller jusqu'au bout au niveau de ses études, quelqu'un qui n'a pas fait d'études complètement, quelqu'un qui s'est lancé dans le commerce, le monde du commerce, quelqu'un qui se lance dans le mode du business, etc. Et donc chacun a son profil qui lui est lié. Et donc l'État doit être capable d'identifier toute la population avec les différents profils qui puissent exister. Alors comment atteindre cet objectif? Alors pour atteindre cet objectif, il y a eu l'opération qui a été menée par les gouvernements précédents, sauf que l'opération, elle a traîné dans le temps. Et je pense qu'il est temps maintenant de saisir cette opportunité pour aller de l'avant et avoir ce processus d'identification qui doit être finalisé dans les plus brefs délais. Pourquoi? Parce que le processus d'identification, c'est lui qui va nous ouvrir les portes pour les autres secteurs et pour pouvoir développer les autres secteurs d'une manière numérique. Et donc, pour pouvoir aboutir à ça, il faudrait qu'il y ait des décisions, je dirais, gouvernementales qui permettent de dire, tout simplement, la solution, elle est connue, c'est de dire que d'ici, par exemple, 2022, la carte d'identité papier ne doit plus exister. Et donc là, ça, c'est une décision qui est politique. Et donc, il faudrait que les gouvernants prennent cette décision. Bien entendu, cette décision, elle doit être prise en concertation avec les gens qui sont au niveau des institutions scientifiques qui permettent justement de réaliser cette opération. Pourquoi? Parce que si on dit qu'au bout de 2 ans, par exemple, il n'y a plus de carte d'identité papier, ça veut dire tout simplement qu'on doit avoir la carte d'identité biométrique. Et donc, une fois que toute la population algérienne possède la carte d'identité biométrique, là, à ce moment-là, on peut disposer de ce qu'on appelle le registre national d'identification, qui est disponible pour le gouvernement et qui peut être disponible pour toutes les institutions d'État pour pouvoir l'utiliser chacun dans son secteur. Et donc ça, c'est un premier préalable qui doit être visé par le gouvernement actuel. Et je pense que le président Tebboune, il avait émis quand même un certain nombre d'idées concernant le numérique. Je pense que cette identification, cette numérisation, je pense qu'elle doit être vue et perçue maintenant comme étant une demande populaire. Et donc la demande populaire qui permet de demander le numérique. Pourquoi? Parce que tout le monde veut qu'il y ait une bonne gouvernance. Or, pour avoir la bonne gouvernance, on est obligé de passer par le numérique. Pourquoi? Parce qu'il est quasiment impossible d'avoir une gestion efficace et rentable si on continue à travailler avec les manières traditionnelles, c'est-à-dire travailler avec la manière bureaucratique. Il est quasiment impossible d'arriver à une efficience et à une rentabilité de la gestion de la ressource. Et donc, cette décision politique, elle doit être prise pour dire qu'au bout de 2 ans ou 3 ans maximum, il faudrait qu'on en finisse avec la carte d'identité papier. Il faudrait qu'on bascule avec la carte d'identité numérique. Je vous donne des exemples qui sont simples. La carte d'identité numérique, elle peut être d'une efficacité énorme. Je prends 2 exemples simples. Je prends un exemple, celui qui est par exemple de la Poste. À chaque fois que les gens vont à la Poste, ils doivent présenter leur chèque et ils doivent aussi présenter leur carte d'identité. L'agent ou le préposé au niveau du guichet, il doit vérifier ce qui a été écrit. En général, les gens ont de l'écriture manuscrite et cette écriture manuscrite varie d'une personne à une autre, ce qui peut être une source d'erreur au niveau de la gestion de ces chèques. Ça peut être aussi un problème de surcharge de travail par la suite. Pourquoi? Parce que tous les chèques qui ont été, je dirais, encaissés, automatiquement par la suite, il y a un processus de vérification manuelle qui va se faire et ce vérificateur va vérifier les chèques et vérifier les montants qui ont été crédités ou débités en fonction du chèque. Et ça, ça ne fait que diminuer la rentabilité de l'institution qui est la Poste à travers l'utilisation des chèques. Qu'on peut trouver dans toutes les institutions administratives, à un moment donné, vous n'avez pas à remplir, je dirais, des fiches de renseignement ou n'importe quel papier qui sera utilisé. Vous avez votre carte biométrique, il suffit de donner votre carte biométrique, il doit y avoir ce qu'on appelle un lecteur de la carte biométrique.
ce lecteur va lire automatiquement les informations contenues dans la carte biométrique et automatiquement, il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas, je dirais, de risque supplémentaire d'erreur qui existe. Rappelez-vous que beaucoup de personnes ont eu des problèmes de transcription et ces problèmes de transcription ont amené des gens à aller jusqu'à la justice pour pouvoir résoudre un problème qui n'est pas celui du citoyen. C'est un problème de l'agent qui a transcrit les informations et il a fait des erreurs. Donc si cet agent a fait des erreurs, ce n'est pas au citoyen d'aller voir au niveau de la justice pour rectifier l'erreur qui a été commise par un agent administratif. Donc grâce à la carte d'identité biométrique, on n'aurait plus ce type de problème. Pourquoi? Parce que l'information, avant d'être au niveau de la carte biométrique, elle est vérifiée et donc on est sûr de l'information qui existe. Par la suite, tout transfert de l'information, c'est un transfert qui se fait d'une manière numérique. Et donc le risque d'erreur, c'est un risque zéro. Donc on n'a pas tous ces problèmes qui sont induits par cette transcription manuelle qui se fait au niveau des différents guichets administratifs. Donc ça, c'est la première, je dirais, étape nécessaire pour basculer vers le numérique. Parce que si on prend l'autre secteur qui est aussi sensible et qui fait l'actualité de nos jours, c'est le secteur de la santé. Beaucoup de gens ont parlé maintenant de la nécessité de numériser la santé. Effectivement, je dis qu'il faut numériser la santé. Mais ce secteur, ce domaine de santé, vous ne pouvez pas le numériser si vous n'avez pas la numérisation de toute la population algérienne. Donc, c'est pour ça que j'ai montré que, logiquement, il y a ce processus d'identification. Ensuite, quand on identifie ces personnes, on peut passer à l'étape suivante qui consiste à numériser le secteur de la santé. Au même titre, on peut numériser aussi le secteur de l'éducation. Donc ça, ce qui permettra par la suite de disposer d'une information fiable au niveau du secteur de la santé particulièrement. Et je donnerai des exemples qui sont assez intéressants et je dirais des exemples qui motivent la numérisation, je dirais, de la santé. Quand on va numériser la santé, ça veut dire qu'on va numériser tous les acteurs de la santé à travers, c'est-à-dire les médecins, les praticiens, vous pouvez avoir le pharmacien, le laborantin, etc. Donc, je dirais, toutes les structures qui contribuent à la santé de l'individu. Et à partir de là, on peut constituer ce qu'on appelle le dossier médical numérique. Et donc, vous voyez que le dossier médical numérique, vous ne pouvez pas le constituer si vous n'avez pas une identification de la personne. Donc, l'identification, c'est un processus préalable. Ensuite, on peut constituer ce qu'on appelle le dossier médical numérique. Et donc, ce dossier médical numérique, il va être d'un intérêt, je dirais, majeur pour tout le domaine de la santé. Pourquoi? À travers tous les dossiers numériques, on peut avoir une analyse très objective des pathologies qui existent dans le pays. On peut savoir faire une étude pour savoir est-ce que ces pathologies sont héréditaires ou pas. À travers l'étude de ces pathologies, quelqu'un pourrait dire comment? Ben oui, tout simplement. Au niveau du registre national d'identification, vous savez que ce registre, on peut le constituer avec l'identification. Vous avez, chaque personne, elle a un numéro unique national, c'est ce qu'on appelle le NIN, le numéro d'identification national. Et ensuite, il a aussi le nom du père, le nom de la mère, etc. Et à travers la personne et le nom du père et de la mère, grâce à des techniques qui existent en informatique, ce qu'on appelle particulièrement les problèmes de détection de communauté, c'est qu'à partir d'une personne, vous pouvez détecter, grâce au registre national d'identification, vous pouvez détecter je dirais, tous les liens de parenté qui existent par rapport à une personne. Pourquoi? Parce que une personne, elle a un lien avec son père et sa mère. À partir du père et de la mère, vous pouvez détecter les frères, etc. Au niveau des frères, vous pouvez détecter les alliances, la parenté par alliance qui existe, et donc vous pouvez déterminer toute la grande famille au niveau à partir d'une personne donnée. Et donc ça, c'est l'intérêt de la détection de communautés d'une manière automatique. Dans le domaine de la médecine, à partir de là, vous pouvez par la suite détecter si une pathologie, elle est héréditaire ou pas. Pourquoi? Parce qu'il suffit d'étudier les dossiers médicaux
des personnes et de leurs, je dirais, parents ou de leurs descendants. Et donc, vous avez une étude globale sur l'ensemble de la famille. Ça vous permettra d'avoir effectivement des résultats assez probants concernant l'étude des différentes pathologies, comme vous pouvez avoir aussi l'étude des pathologies, je dirais, d'une manière géographique. Ça vous permettra de savoir qu'il y a un certain nombre de pathologies qui sont réparties dans des zones particulières, ce qui permet de lancer des enquêtes un peu plus profondes pour dire quelle est l'origine de ces pathologies, pourquoi telle zone et pas une autre zone. Donc tous ces éléments contribuent à la bonne gouvernance au niveau du secteur de la santé. Et je termine avec l'exemple de santé pour dire, en ayant toutes les, je dirais, prescriptions médicales et tous les actes médicaux, ça vous permettra de suivre, je dirais, l'usage, la prescription et l'usage des médicaments, donc ce qui permettra d'avoir une bonne gouvernance concernant les médicaments qui sont effectivement prescrits et consommés par toute la population, et ce qui vous donne pour la gestion un chiffre qui permet de savoir quel est l'ordre de grandeur de tous les médicaments qui sont consommés par la population d'un pays donné. Donc ça, c'est les exemples, je dirais, majeurs qui poussent, je dirais, tout pays à réfléchir à la bonne gouvernance. Pourquoi? Parce que cette bonne gouvernance, avec, je dirais, la complicité du numérique, ça vous permettra effectivement de faciliter la vie à celui qui gouverne et de faciliter la vie surtout aux citoyens. Donc concernant un citoyen, c'est que si on fait ce processus de bonne gouvernance avec une identification automatique, une conclusion majeure à laquelle on peut y arriver à ce qu'on appelle des dossiers zéro papier. C'est-à-dire qu'un citoyen n'aura plus besoin de fournir des papiers à chaque fois qu'il se présente à une structure particulière administrative ou sociale ou n'importe quel type de structure. Il n'a qu'à présenter sa carte d'identité biométrique. À partir de la carte d'identité biométrique, on peut constituer les dossiers le dossier de l'individu d'une manière automatique. Comment le faire? C'est que cette solution, je dirais numérique, elle peut être réalisée grâce à ce qu'on appelle un déploiement de structures e-gouvernementales et des structures non gouvernementales. Donc l'idéal, c'est quoi? C'est d'avoir un ensemble de ces structures qui vont collaborer entre elles et elles vont collaborer aussi avec des structures qui ne sont pas gouvernementales. À partir de là, toutes ces structures, quelle est leur raison d'être? La raison d'être de ces structures, c'est de contribuer et d'aboutir à ce qu'on appelle le bien-être du citoyen. Donc si on veut obtenir le bien-être du citoyen, ça veut dire que la gouvernance ne doit pas compliquer la vie aux citoyens. Bien au contraire, elle doit lui faciliter la vie dans tous les domaines et tous les secteurs. Comment le faire? On peut y aboutir en ayant cette solution numérique dans la gouvernance d'un pays en entier. Et donc, de cette manière-là, ça nous permettra effectivement de réaliser, je dirais, une nouvelle forme et une nouvelle vision de gouvernance au niveau du pays. Et on peut espérer avoir ce qu'on appelle l'Algérie moderne, que tout le monde en parle actuellement, sans fournir, je dirais, les solutions. Pour ma part, c'est une contribution qui permet d'ouvrir la voie vers cette Algérie moderne que tout le monde, tout citoyen espère qu'un jour qu'elle va se réaliser, et donc qui va permettre d'avoir ce sentiment de bien-être du citoyen et que le citoyen va adhérer effectivement à toutes les structures de l'État pour permettre de conjuguer ses efforts avec celles de l'État pour je dirais, le bien-être collectif. Et donc, dans ce cadre-là, un exemple simple pour essayer d'avoir l'adhésion de ce citoyen, c'est toujours l'usage du numérique. Vous savez que la structure, je dirais, de base de la gouvernance au niveau de notre pays, c'est la commune. Donc, il faudrait avoir maintenant une pensée et une nouvelle vision des choses. Ce n'est plus la commune administrative classique qui doit exister. On devrait passer vers la commune numérique. Qu'est-ce que j'entends par la commune numérique? Cette commune numérique, la première des choses, c'est qu'elle doit avoir, je dirais, un regard
très proche par rapport aux citoyens. Comment qu'elle peut le faire? Ben, elle peut le faire d'une manière très simple. Il suffit qu'il y ait, je dirais, une décision politique dans ce sens et exiger que chaque APC, au minimum, d'une structure numérique avec une cellule de communication qui permet d'avoir, je dirais, une proximité de l'utilisateur à travers son site web, à travers sa page Facebook ou sa page Twitter, etc. Tous les réseaux sociaux qui existent, ils doivent être ouverts aux citoyens. Le citoyen peut à tout moment présenter ses doléances au niveau des responsables locaux. Ces responsables locaux doivent être, par une décision politique, doivent être obligés de répondre aux doléances des citoyens. Et comme ça, le citoyen se sent proche de la première structure de l'État qui est la commune. Il ne faudrait pas que la commune sollicite le citoyen uniquement pendant la période électorale. En dehors de ça, le citoyen n'en connaît rien de la commune et il n'est pas au courant de tout ce qui se passe de la commune. Donc, de la même manière, on peut avoir une décision politique pour dire que toutes les, je dirais, les délibérations et les décisions qui sont prises dans le conseil communal doivent être communiquées aux citoyens. Le citoyen, il a le droit à l'information. Et ça, c'est, dans toute bonne gouvernance, on doit toujours avoir cette information qui doit être disponible pour tous les citoyens. Pourquoi? Parce que cette gestion, elle concerne directement ce citoyen. Et donc, il a le droit d'avoir cette information. Et de la même manière, à chaque fois qu'il y a des propositions de projets, il faudrait solliciter le citoyen à travers cette communication directe sans qu'il y ait des entraves ni des actes bureaucratiques. Donc, les élus communaux, ils doivent être très proches de leurs citoyens et il ne faudrait pas que, je dirais, que ce contact existe uniquement pendant la période électorale et ensuite ça disparaît. Et si on veut continuer dans la lancée, c'est que le citoyen, il doit être au courant et que ces élus communaux doivent présenter leur feuille de route au début de l'année et il faudrait qu'à chaque fin d'année, qu'il y ait un bilan qui est présenté aux citoyens et que le citoyen doit être capable de vérifier ce bilan sur le terrain parce que c'est lui qui vit dans l'espace géographique de cette commune. Et donc, à travers ça, on va rapprocher la commune du citoyen. Et je dirais, ça va être le premier pas dans cette nouvelle Algérie moderne qui permet de réaliser un objectif majeur qu'on a toujours tendance à l'oublier, c'est qu'à un moment donné, il faudrait que l'État se réconcilie avec le citoyen. Un premier pas de réconciliation de l'État avec le citoyen, ça consiste à ce que la commune va se réconcilier avec les citoyens de la commune. Et c'est eux qui ont élu ces, je dirais, ces responsables communaux. Et donc, automatiquement, il faudrait que ces responsables communaux donnent de l'importance à cet électeur qui a pu leur donner, ouvrir les portes au niveau de ces postes de responsabilité locale. Et d'une manière similaire, ça peut être à tous les étages, je dirais, les institutions de l'État qui puissent exister. Ce sont les critères et les objectifs de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est qu'on doit gérer d'une manière efficace et on doit aussi rendre des comptes. Ça veut dire que périodiquement, on fait des choses et automatiquement, on présente quels sont les résultats qui ont été obtenus au bout d'une période donnée. Et on doit inverser, je dirais, inverser un peu le discours parce que souvent, dans certaines structures, vous avez des discours qui ne sont que, je dirais, des discours de consommation pour dire « tiens, je vais faire ceci, je vais faire cela, etc. » Je dirais qu'il est temps de changer les choses. C'est que quand un responsable réalise une opération, je dirais qu'il a tout le droit de parler de ses réalisations. Mais parler des choses qu'il va concrétiser, je préfère qu'il doit les garder chez lui. Et à un moment donné, quand il va réaliser les choses, là, il a toute la latitude de pouvoir parler de ses réalisations et de montrer qu'est-ce qu'il a fait le bon usage des finances, je dirais, publiques envers ses citoyens. Et là, c'est la nouvelle, je dirais, la nouvelle vision de gestion et de la gouvernance qui doit exister. Alors, cette nouvelle, je dirais, manière, je dirais, de gouverner,
il faudrait qu'il y ait des réformes dans plusieurs secteurs. Une des réformes des secteurs, c'est, on sait maintenant que la quasi-totalité, je dirais, des administrateurs et des gérants, des gouvernants qui existent, sont issus de l'École nationale d'administration. Et je pense qu'avec cette nouvelle vision du numérique, il faudrait que l'École nationale d'administration subisse une refonte profonde qui consiste à, je dirais, aiguiller cette formation vers ce que j'appellerais moi-même une école nationale d'administration numérique. Et donc là, il faudrait bannir l'ancienne méthode de formation qui consiste à réaliser une administration sur des actes bureaucratiques. Et c'est ça qui a fait mal à l'Algérie pendant des décennies. Pourquoi? Parce que toutes les procédures sont des procédures bureaucratiques. Donc il est grand temps de faire cette réforme au niveau de la source même, qui permet de former des gens qui vont occuper les postes de responsabilité. Et donc on va avoir des responsables qui sont capables de supporter le numérique, de comprendre le numérique et d'avoir une nouvelle vision des choses pour essayer de briser complètement, je dirais, ce mur bureaucratique qui freine le développement du pays pendant des décennies. Et donc ça, c'est une manière de le faire. Alors, une autre manière aussi de le faire, je pense qu'il y a eu, moi je suis dans le domaine, donc je suis spécialiste de l'informatique, je suis de près de tout ce qui se passe. Il est vrai que ça fait plus d'une décennie qu'on demande qu'il y ait la création d'une agence nationale du numérique. Dieu merci, ça a été fait, le décret est sorti en décembre 2019. Maintenant, il est grand temps d'activer cette agence nationale du numérique. Et donc je pense que c'est l'opportunité qui est offerte au président de la République de pouvoir activer cette agence nationale, parce que parmi les prérogatives de cette agence nationale du numérique, c'est de définir la stratégie numérique de l'Algérie. Et la stratégie numérique de l'Algérie, il est très important de pouvoir la définir pour qu'il y ait une corrélation au niveau de cette stratégie numérique à travers tous les secteurs et d'avoir aussi, je dirais, une vision claire. Qu'est-ce qu'on va faire dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire dans 10 ans, etc. Et donc je pense que à partir de cet appel, je pense qu'on peut dès maintenant réfléchir tous à une Algérie moderne et on peut se fixer je dirais, des échéances. Pour ma part, je dirais qu'on peut réaliser beaucoup de choses pendant une décennie. Et donc il suffit de viser par exemple Algérie 2030. On commence dès maintenant à partir de 2020. Nous avons 10 ans devant nous. Et je pense que pendant 10 ans, on peut changer la physionomie des choses et on peut changer le visage de l'Algérie. Et donc on peut atteindre ce qu'on appelle l'Algérie moderne de 2030. Cette Algérie tant qui est rêvée par les martyrs et rêvée par tous les citoyens de l'Algérie. Et je termine pour dire que ma lecture de cette révolte populaire du 22 février 2019, je pense que le but essentiel de toute cette masse populaire, c'est d'avoir une Algérie où il fait bon de vivre, c'est-à-dire d'avoir le bien-être du citoyen. Et donc, grâce au numérique, j'en suis convaincu qu'on peut y arriver à une situation où il fait bon de vivre en Algérie. Vous entendez parler dans tous les pays modernes, on parle de smart city, on parle de smart home, on parle de smart véhicules, etc., etc. Et donc, on peut, grâce au numérique, avoir un environnement intelligent où il fait bon de vivre et ça permettra à tous les citoyens d'avoir au moins un minimum de confort qui leur facilite la vie courante dans leur propre pays. Je vous remercie, et donc je m'arrête là. S'il y a un débat qui est ouvert, je pense que je suis ouvert pour répondre à toutes les questions auxquelles je peux répondre, mais s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, vous ne pouvez pas m'obliger à y répondre. Pourquoi? Parce qu'il y a des questions qui sont en dehors, je dirais, de mon contexte, auxquelles je ne pourrai pas répondre. Je vous remercie. Donc, on passe maintenant aux réponses aux questions. On commence par la première question. Monsieur, en plus des ressources humaines, quels sont les besoins sur le plan instance d'État et ressources techniques pour assurer une telle gestion? Parfait, ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que l'auditoire a vraiment suivi mon raisonnement. Donc mon raisonnement, j'ai essayé de donner les bases et les préalables, je dirais, de cette
transformation qui existe à travers le monde, ce qu'on appelle la transformation numérique. Effectivement, que cette transformation numérique, j'ai donné tous les processus de base qui sont nécessaires. Mais ces processus de base, naturellement, ont besoin d'autres ressources annexes. Les ressources annexes qui existent, il faudrait que, d'une manière précise, qu'on pense à réaliser, je dirais, une première démarche qui va suivre ce processus de transformation. Pourquoi? Parce que dès que ce processus de transformation va avoir lieu, on aurait besoin de compétences. Et ça veut dire que, parallèlement à la transformation numérique, on est obligé de former ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé une fois dans un séminaire qui a été organisé par la gendarmerie en 2018 à Alger, j'ai dit que l'Algérie a besoin de former son armée numérique. On veut utiliser le numérique, on est obligé d'avoir cette armée de numérique. Pourquoi? Parce que ce numérique, quand il est déployé, on est obligé de le gérer et de le protéger. J'ai vu aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez suivi les informations, aujourd'hui il y a eu plusieurs annonces sur des télévisions, disons qu'il y a eu une attaque importante des structures en Israël. Alors 2 jours avant, il y avait des attaques en Iran. Je suppose que l'Iran a riposté et là, il y a eu des attaques importantes au niveau d'Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Algérie, si elle veut faire cette transformation et réussir cette transformation numérique, elle doit former son armée numérique. Ce que je dis par armée numérique, ça veut dire que tous ces gens-là qui sont capables d'assurer la sécurité des systèmes informatiques et d'assurer la bonne gestion de ces systèmes informatiques. Donc je préconise que si on veut y aller vers une Algérie numérique, on est obligé de former aux alentours de 100 000 techniciens de haut niveau, c'est-à-dire de master et plus, pendant ces 10 ans. Ça veut dire qu'on doit avoir toute cette armée numérique qui est capable de nous, d'assurer la pérennité et la gestion effective de cette transformation numérique. Donc la deuxième question, à quelles conditions ce mode de gouvernance peut-il permettre de concilier la sécurité et la liberté et assurer l'organisation d'une vie démocratique véritable? Ah oui, là c'est vrai que c'est un sujet un peu, je dirais, qui est un peu, parfois si on l'aborde mal, ça peut être un sujet qui fâche, je dirais, c'est ce qu'on appelle communément. Donc c'est un des problèmes qui est posé jusqu'à présent pour assurer cette numérisation et avoir par exemple un service tant attendu par tous les citoyens. La preuve, actuellement, tout le monde en sent le besoin. Un service tant attendu par les Algériens, les citoyens, c'est le e-payment. D'avoir le paiement électronique. Donc si on veut le faire, le paiement électronique, vous êtes obligé d'avoir des structures, ce qu'on appelle le tiers de confiance, qui est l'autorité de certification. Malheureusement, il y a eu des textes dans les gouvernements précédents, mais il n'y a jamais eu une réalisation effective de l'autorité de certification. Alors au niveau de l'autorité de certification, qu'il y a un problème qui risque de se poser entre le civil et ce qui n'est pas civil. Ce problème, c'est pour dire qui contrôle cette autorité de certification. Donc ça, c'est toute une problématique qui est posée pour dire est-ce que le contrôle, il est destiné aux civils ou bien il est destiné aux militaires. Et je pense que tous les pays qui nous ont devancés, la part est divisée par 2. Donc vous avez une gestion civile et vous avez une gestion militaire. Quand les gens voient le numérique en disant tiens, ce numérique, il y a les militaires qui vont s'ingérer. Je dirais que si chacun va définir son périmètre d'intervention, les choses seraient claires pour tout le monde et il n'y a aucun problème. Et de plus, je peux vous dire que maintenant, les choses ont complètement évolué, y compris sur le domaine politique, le domaine de la souveraineté, etc. Donc dans le temps, on avait ce qu'on appelle l'armée, c'était son, quel est son champ d'intervention. L'armée, c'était pour dire, elle doit assurer la sécurité du territoire, et donc elle avait la sécurité de ce qu'on appelle l'espace terrestre, l'espace maritime et l'espace aérien. Les choses qui ont évolué avec le numérique ont fait que maintenant, vous avez une nouvelle dimension qui est apparue. C'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas encore arrivé à ce stade, mais on va y arriver. Donc vous avez une nouvelle dimension qui a surgi et qu'il va falloir prendre en charge. Cette dimension, c'est ce qu'on appelle la dimension numérique.
Donc cette dimension numérique, il est vrai qu'elle donne beaucoup de pouvoir et beaucoup de liberté aux gens pour pouvoir s'exprimer. Et ce pouvoir d'expression, il ne faudrait pas qu'il soit total et qu'il soit libre de toute retenue. À un moment donné, si on va essayer de s'exprimer et de dire, je dirais, toutes les choses dans n'importe quel sens, naturellement, on va outrepasser notre liberté et atteindre la liberté des autres. Et parmi le domaine de la liberté, il faut comprendre que ce numérique qui vous donne une possibilité énorme de pouvoir s'exprimer, il faudrait que cette expression soit à un moment donné modérée. Pourquoi? Parce que cette expression, elle peut nuire, je dirais, au collectif national. C'est-à-dire qu'une déclaration sur le net peut détruire tout ce qui a été bâti dans une nation. Et donc, il faudrait qu'on prenne conscience de cet aspect-là. Et là, je ne dis pas que ça veut dire qu'on doit, je dirais, étouffer les libertés individuelles. Dans un État, je dirais, moderne, il y a la part des choses. Vous avez la liberté individuelle, vous avez une liberté collective, et vous avez un intérêt individuel et un intérêt collectif. Il ne faudrait pas que l'un l'emporte sur l'autre. Et donc là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait une grande, je dirais, discussion et maturité. Et c'est pour ça que j'étais l'un des gens qui ont toujours demandé la mise en œuvre de cette agence nationale du numérique, parce que le numérique, il est transversal. Et l'erreur qui a été faite par les gouvernements précédents, c'était d'injecter le numérique dans un ministère. Le numérique, ce n'est pas un ministère. Le numérique, c'est l'ensemble des activités du citoyen dans tous les secteurs. Et donc, du coup, cette agence nationale, elle peut faire la coordination entre tous les secteurs et c'est elle qui va, je dirais, réfléchir sur la stratégie, parce qu'il va y avoir des spécialistes au niveau de cette agence nationale qui peuvent réfléchir sur la question et donc ils peuvent définir ces périmètres de liberté qui peuvent exister pour ne pas, je dirais, limiter cet espace de liberté. Et donc on a cet espace de liberté. J'ai donné l'exemple tout à l'heure du vote électronique. Donc ce vote électronique, il vous donne un espace de liberté pour un choix libre et démocratique. Et il est vérifiable. Donc si vous étudiez d'une manière, je dirais, académique le vote électronique, vous allez voir que ce vote électronique, c'est un vote qui peut être vérifiable et que s'il y a une altération, on peut toujours détecter cette altération et pour un moment donné, on peut même, je dirais, annuler un certain vote. Pourquoi? Si on constate qu'il y a eu manipulation au niveau de ces votes-là. Donc justement, parlons du vote. Il y a une question. Le vote électronique a connu des scandales aux États-Unis. Comment est-il possible d'éviter de tels scénarios? Oui, je pense que le problème des États-Unis, c'est que, à la différence de l'Algérie, pour le moment, le taux, je dirais, d'intégration du numérique en Algérie, il est très faible. Le taux d'intégration du numérique aux États-Unis, c'est un taux qui est très élevé. Et donc, vous avez des interférences qui se font à différents niveaux. Et ces différents niveaux, à un moment donné, il ne faut pas se cacher la face, c'est que dans le système électronique, vous avez toujours ce qu'on appelle le tiers de confiance. Donc, si ce tiers de confiance faillit à ses responsabilités, c'est là où on peut avoir des failles. Et donc, aux États-Unis, les Russes n'ont pas eu accès directement sans qu'il y ait, je dirais, une aide interne au niveau des États-Unis. Et c'est comme ça que les choses peuvent, je dirais, être détournées de leur essence. Mais sinon, d'un point de vue, je peux vous assurer, d'un point de vue académique, le vote, il ne pourra jamais être altéré. Donc ce qui a été fait, c'était une incursion qui a été faite et je pense qu'il y a eu complicité de part et d'autre. Donc la prochaine question. Vu qu'une bonne gouvernance doit impérativement se réunir des administrations entreprises, étatiques et des entreprises privées, comment la sécurité des données et leur circulation devraient être gérées côté agents privés, car la data représente une mine d'or pour d'innombrables business après tout. Ben oui, dans ma présentation, j'ai présenté qu'à un moment donné, avec le processus d'identification, vous allez avoir ce qu'on appelle un registre national d'identification. Ce registre national d'identification est la propriété collective de l'Algérie. Donc cette propriété collective, elle doit être gérée et protégée par les instances de l'État. Et donc cette information ne doit jamais être,
je dirais, à la disponibilité du grand public et de n'importe quelle personne. À un moment donné, il est vrai, on peut chercher une information. Donc cette information, on peut la valider pour des contextes bien précis. Je donnerai un exemple simple. J'ai dit tout à l'heure qu'on peut y arriver vers un système avec zéro papier. Effectivement, c'est le cas. Ça veut dire que si vous êtes étudiant, vous avez terminé vos études, vous postulez un poste, automatiquement, on va vous demander un certain nombre de papiers pour votre dossier de recrutement. Donc ce dossier de recrutement, il peut être fait. Donc la démarche, on l'a déjà étudié et on a même publié des papiers sur ça, c'est que vous allez faire votre demande et donc l'organisme qui va vous recruter, il vous demande un certain nombre de documents. À partir de là, vous pouvez signer le document d'une manière électronique pour dire « Tiens, j'autorise telle institution à avoir une copie, par exemple, de mon acte de naissance ou de mon état de santé global, parce que dans l'état de santé, vous pouvez avoir tous les détails, mais vous pouvez avoir un extrait qu'on appelle l'état de santé pour dire est-ce que physiquement vous êtes capable de faire ou d'occuper tel ou tel poste selon votre état de santé. Donc on peut récupérer justement tous ces documents-là. Dans ces documents, il y a ce qu'on appelle un mécanisme de signature qui est fait et un mécanisme de datation qui est fait, de telle sorte que cette requête, elle est valide pour une période bien déterminée, pour dire je peux autoriser cette institution à récupérer cette information pour cette période. Et moi, en tant que postulant, je donne ma signature qui est, à vrai dire, mon aval pour la constitution de ce dossier et donc cette entreprise peut récupérer ces documents-là qui sont nécessaires pour mon recrutement. En dehors de ça, cette institution, elle n'a aucun droit de récupérer quoi que ce soit comme information sur les individus. Donc là, justement, ça fera partie aussi des prérogatives de l'Agence nationale du numérique qui, elle, va mettre en œuvre toute la charte nécessaire pour protéger la vie privée des gens. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un volume important d'informations qui est réparti à travers tous les secteurs. Moi, dans mon étude académique, je l'ai décomposé en domaines. Si vous voyez, je dirais, il y a un rapport annuel qui sort des Nations Unies et qui permet de penser un peu quels sont les domaines d'activité gouvernementale. Vous pouvez les voir et ça vous donne, à vrai dire, 9 domaines où peut intervenir un gouvernement. Et donc un domaine dans lequel vous pouvez trouver par exemple 2-3 ministères. Je vous donne un exemple, le domaine de formation. Si je prends le cas de l'Algérie, dans le domaine de la formation, vous avez le ministère de l'Éducation, vous avez le ministère de la formation professionnelle et vous avez le ministère de l'enseignement supérieur. Donc ces 3 ministères contribuent à la formation de l'individu citoyen. Et donc là, toutes les informations, on va les regrouper dans ce qu'on appelle le domaine de formation. Donc au niveau du domaine de formation, ça veut dire que chaque domaine, techniquement, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir un data center qui permet d'avoir un cloud lié au domaine qui est sous-jacent. Donc, dans le domaine de santé, vous allez avoir un cloud du domaine de santé, et ainsi de suite. Dans le domaine administratif, vous avez le cloud administratif, etc. Tous ces clouds, c'est à vrai dire le fond des données qui est disponible à l'échelle nationale. Et c'est comme ça que la gouvernance va puiser dans tous ces fonds de données qui existent pour pouvoir gérer d'une manière efficace, je dirais, toutes les actions gouvernementales. Donc le prochain commentaire, كيف يمكن للجزائر كدولة في حال انتقالها للحكومة الإلكترونية أن تضمن عدم خضوعها للتبعية التكنولوجية في ظل عدم قدرتها على توفير مستلزمات التحكم في البنية التحتية لهذه الحكومة محليا؟ حاليا نظن أن التكنولوجيا أصبحت تقريبا ملك عالمي. فالتكنولوجيا بحكم يعني نشوف المنافسة الموجودة دوليا عندنا عدة، فبالتالي الحكومة من واجبها أن يكون عندها علاقات استراتيجية أولا على المستوى الدولي. إذا كان عندك علاقات استراتيجية مع المستوى الدولي راح تخليك يكون عندك يعني المستلزمات الكافية في الناحية التكنولوجية اللي تخليك تستعمل هذه التكنولوجيا، وبالتالي الإنسان ما لازمش يبقى رهينة التكنولوجيا الموجودة. الإنسان فيه عقل، فيه تفكير، يحاول أنه يطور في كل الحلول الموجودة
في التكنولوجيا يخليه انه يطور تكنولوجيا محليه. يعني ما راحش نكتفي بالتكنولوجيا اللي نستوردها. في الحقيقه في الامر الحالي احنا مفروض علينا اننا نستورد التكنولوجيا، ولكن من بعد لازم علينا يكون فيه عمليه اللي تخلينا اننا نتحكم في التكنولوجيا، وتكون عندنا محاولات اننا نطور التكنولوجيا بوسائل محليه. ولما لا؟ الفكر هو فكر عالمي. الانسان اللي يفكر في الصين ولا يفكر في الولايات المتحده، لماذا لا الجزائري لا يفكر؟ فهو انسان كالاخر. فانا تكلمت على المرحله ان فيه راح تكون فيه يعني مرحله انتقاليه للرقمنه. في هذيك المرحله الانتقاليه راح نكون الجانب البشري بحيث يقدر يسيطر على التكنولوجيا ويكون مصدر انه ينتج من بعد التكنولوجيا. Donc, merci. La prochaine question. Cette migration d'une gouvernance classique vers une gouvernance numérique ne risque-t-elle pas de marginaliser les Algériens habitant des zones blanches? Oui, à vrai dire, ce sujet, cette question, elle m'a été déjà posée par la radio, à laquelle j'ai répondu. Et effectivement, quand on parle de la transformation numérique, c'est que le numérique, quand on l'analyse, il a besoin de deux choses majeures. Les deux choses de base dont a besoin le numérique, c'est l'énergie et la liaison numérique. Donc tu ne peux pas parler de numérique si tu n'as pas une connexion. Ça veut dire que l'Algérie doit faire un effort à l'échelle nationale pour qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Pourquoi? On a en Algérie 1541 communes. Il faudrait que 1541 communes disposent de l'énergie, parce que tout le matériel informatique fonctionne avec l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ne pouvez pas le faire fonctionner. Et donc là, on a besoin de l'énergie et on a besoin aussi de la connexion qui doit exister dans n'importe quelle commune. Pourquoi? Ça, je reviens un peu à ce que j'ai dit au départ, à l'introduction, en disant que la proclamation du 1er novembre, ça consiste à avoir une république démocratique et sociale. Sociale veut dire quoi? Veut dire que vous devez ne pas laisser une marge de la société à côté et de côté. Et donc là, au niveau du numérique aussi, quand on pense à la transformation numérique, il ne faudrait pas laisser une partie, je dirais, de la population qui ne pourra jamais bénéficier des services numériques. Parce que si elle ne va pas bénéficier de ces services numériques, ça veut dire qu'elle va endurer les mêmes difficultés classiques qui existent. Et là, ça veut dire qu'on va avoir une fracture sociale. Or, tous les gouvernements algériens, je pense que tout le monde jusqu'à présent s'attache à dire qu'on tient toujours en compte la proclamation de novembre. Donc si on tient en compte la proclamation de novembre, il ne faudrait pas marginaliser une tranche de la population. Et donc là, bien entendu, quand on fait cette transformation, et j'ai parlé de l'Agence nationale du numérique, on ne doit pas avoir ce qu'on appelle une fracture numérique. Donc au niveau d'un pays, il ne faudrait jamais avoir ce qu'on appelle une fracture numérique où il y a des gens qui bénéficient des bienfaits du numérique et d'autres qui sont laissés pour compte. Donc là, c'est toujours dans la même stratégie. Toutes ces questions-là doivent être élucidées et doivent être traitées avec beaucoup, je dirais, de précision. La prochaine question. Qu'en est-il d'une politique open data en Algérie dans ce contexte de transformation numérique d'une masse de données de différents types? Retour sur l'exemple de situation médicale des citoyens, situation du Covid-19 en Algérie, récemment avec le manque flagrant de données utilisables pour tracer la propagation de la pandémie. Oui, je dis que tout à l'heure, moi j'en suis convaincu. C'est vrai qu'il y a des actions ici et là qui ont été faites dans plusieurs établissements sanitaires en Algérie, mais il n'y a pas eu de politique numérique en Algérie. Parce que si on avait une vraie politique numérique en Algérie, on n'aurait pas, je dirais, ce flottement qui existe pour cerner, je dirais, géographiquement la pandémie. Elle existe dans quelle localité? Dernièrement, j'ai entendu une émission radio pour dire, c'était les gens de la wilaya de Mila qui se plaignaient pour dire « Oui, vous nous avez annoncé qu'il y avait des cas de Covid-19 en Mila, mais on préfère que de préciser dans quelle commune le Covid-19 existe. » Et effectivement, les gens, ils ont droit à l'information, parce que si tu sais que dans telle commune, il y a le Covid-19,
tu vas éviter de te déplacer vers cette commune. Pourquoi? Parce que par crainte de, je dirais, de contamination, on va éviter les déplacements vers ces lieux-là. Et donc ces informations-là, on ne peut pas les avoir si on n'a pas une identification, je dirais, globale des individus. Parce que si vous avez l'identification des individus, vous connaissez tous les paramètres de cet individu, vous connaissez sa localité, vous connaissez le sexe, vous connaissez l'âge, vous connaissez tous les paramètres, y compris quel est son endroit d'exercice, etc. Donc, toutes ces informations sont disponibles au niveau de ce que j'ai appelé moi-même le cloud qui doit exister dans le domaine de la santé. Donc, le domaine de la santé, c'est à vrai dire le domaine qui concerne toutes les institutions sanitaires au niveau de l'Algérie, chose qui n'a pas été faite. Et c'est pour ça que maintenant, on trouve beaucoup de difficultés à gérer ces informations et à pouvoir les traiter en temps réel. On n'arrive pas à les traiter en temps réel. La preuve, à un moment donné, je vous dis que même mes enfants m'ont posé cette question à un moment donné en disant « Comment se fait-il qu'il y a eu aujourd'hui un communiqué qui nous dit qu'il y a eu 3 morts pendant les 3 derniers jours ?» Je leur ai dit tout simplement, ils n'ont pas eu l'information en temps réel. Ils ont eu une information aujourd'hui qui dit que telle personne est décédée, ça fait 2 jours. Donc automatiquement, dans le communiqué journalier, automatiquement, on va trouver qu'il y a eu 3 morts, mais 3 morts pour la période de 3 jours. Cette moralité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas un système informatique qui permet d'avoir les informations en temps réel. Donc les informations, on peut les avoir au jour le jour, et à chaque fois, si la personne n'a pas oublié de transférer telle information, ou n'a pas oublié d'aller chercher l'information, etc. Par contre, si c'était je dirais, un système numérique effectif, c'est que au niveau de l'institution ou de l'établissement sanitaire, quand il y a eu un décès, automatiquement, ce décès est notifié. S'il est notifié au niveau de l'établissement, automatiquement, il y a une mise à jour de la base de données au niveau régional et aussi au niveau national d'une manière automatique. Ça permettra effectivement d'avoir un suivi temps réel de toute l'information. Ensuite, je dirais, c'est un exercice qui est assez simple. Quand tu as toutes les informations sur ta base de données, elle est répartie géographiquement, tu peux tracer toutes ces informations-là sur, je dirais, un espace géographique, ce qui permettra de localiser effectivement les différents taux de contamination, de décès, etc., à travers tout le territoire national. Donc une prochaine question, et s'il y a une attaque informatique mal intentionnée sur la base de données et une grosse divulgation des informations personnelles des citoyens, ceci ne risque-t-il pas de détruire la nation? Comment être sûr à 100% d'éviter cela? Ben oui, j'ai dit que l'information, elle est stockée. Alors en général, pour les gens qui sont un peu connaisseurs, actuellement les solutions qui sont mises en œuvre, c'est ce qu'on appelle des solutions mixtes, c'est des solutions fog et cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des informations qui sont, je dirais, c'est des informations qui sont collectées au niveau local, dans un espace réduit. Vous avez des serveurs locaux qui permettent de sauvegarder ces informations. Ensuite, à partir de ce niveau local, elles sont transférées vers le niveau national, là où il y a le cloud, je dirais, national. Alors, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, si vous jetez un coup d'œil pour les gens, là je m'adresse un peu aux gens qui sont de la spécialité, c'est si vous voyez actuellement tous les travaux de recherche qui se font dans ce domaine, quand on va transférer les informations au niveau du serveur local ou bien du cloud national, les informations ne sont pas transmises en clair. Les informations sont transmises en mode chiffré. Et là, c'est à un moment donné, vous avez des institutions qui s'occupent de la sécurité, et c'est là où je vais faire le lien de tout à l'heure, quand on a parlé que fallait-il qu'il y ait des militaires ou bien des civils uniquement au niveau du tiers de confiance, etc. Moi, je dirais il faut les deux. Et donc, à un moment donné, parmi les missions des militaires au niveau de ce stock d'informations constitue ce que j'appelle moi-même la dimension numérique du pays. Donc, cette dimension numérique du pays, elle est constitutionnellement, je dirais, des tâches qui sont, je dirais, déléguées au niveau militaire. Donc, les militaires, ils sont censés protéger le pays dans toutes ces dimensions. Et donc, y compris quand on fait la transformation numérique, les militaires sont censés protéger cette dimension numérique. Et donc,
Protéger cette dimension numérique, ça veut dire mettre au point tous les mécanismes de sécurité qu'on connaît pour éviter qu'il y ait effectivement un accès, je dirais, qui peut nuire à la nation. Donc la prochaine question, dans votre texte, l'université de la refonte à l'intégration, vous dites que l'université est le moteur de la société. Ma question est donc, comment nous, étudiants, pouvons-nous, à ce jour, contribuer à ce changement vers un e-gouvernement étudiant de toute l'université et pas forcément l'ENA? Eh ben, tout simplement, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que l'ENA doit être réformée. Ça veut dire, si l'ENA va être réformée, parmi les réformes, ça c'est ma vision personnelle. Donc je ne sais pas quelle est la vision du gouvernement. Parce que peut-être le gouvernement voit les choses autrement. Moi, je vois les choses de cette manière pour changer complètement. Ça veut dire que parmi, je dirais, les conditions d'accès à l'ENA, ce n'est pas uniquement les gens qui sont titulaires, je dirais, d'un baccalauréat lettres ou d'un baccalauréat gestion, etc. Moi, je dirais, on peut avoir des gens qui ont des baccalauréats, par exemple, mathématiques ou scientifiques, ou des gens qui ont déjà suivi, ils ont une licence, par exemple, en informatique. Et il suffit de faire une formation sur l'administration numérique. Ils ont le bagage informatique. Donc, ce qu'ils vont maîtriser, c'est un peu tout le dispositif et tout le circuit administratif qui existe, et pour pouvoir l'adapter au numérique. Et donc là, ça veut dire que le profil de l'individu qui va sortir de l'ENA, ce n'est pas uniquement un profil de quelqu'un qui est beaucoup plus, je dirais, administratif, qui ne connaît rien du monde numérique. Au contraire, on a tout à gagner à ce que la personne ait une certaine connaissance, et je dirais même une certaine maîtrise du numérique. Et deuxième aspect aussi, je pense que si on se lance dans cette transformation numérique, je pense que la contribution, comment qu'elle peut se faire justement de l'université, la transformation peut se faire, c'est que dans tout le système universitaire, vous avez ce qu'on appelle les mémoires de PFE. Il faudrait qu'à l'avenir, qu'il y ait beaucoup de mémoires de PFE qui sont en relation directe avec le nouveau mode ou la transformation numérique que peut subir l'Algérie. Et donc, là, ça va être une contribution réelle des étudiants pour cette transformation numérique. Pourquoi? Parce qu'ils vont contribuer à la mise en œuvre des solutions qui permettent de réaliser cette transition ou cette transformation numérique. Et donc, on a tout à gagner pour essayer de cadrer un peu les choses et aller vers de nouvelles expériences. Et les étudiants peuvent, grâce à leur PFE, montrer quelle est leur contribution qui peut se faire avec des sujets réels dans un domaine spécifique, dans n'importe quel domaine. Ça peut être la santé, ça peut être le domaine administratif, e-gouvernemental, etc. Et donc là, ça veut dire que même la réflexion doit changer au niveau de l'université pour que l'université supporte la transformation numérique que doit subir l'Algérie. Donc, en arrivant à cela, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, Monsieur Belkhair, on vous remercie d'avoir accepté de partager un peu de votre expérience. Chers participants, on vous remercie d'être présents. On vous remercie aussi pour vos questions et vos interactions. Donc, rendez-vous au prochain live, Inch'Allah. Ok, au revoir.